Voilà, ça serait pour donc avec mes collègues, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je, en, Oups. Il y a quelques jours, en fait, je faisais une promenade à vélo et j'écoutais un podcast sur mon vélo qui parlait de la confiance et du fait que les personnes aujourd'hui, les citoyens aujourd'hui sont, hein, comme vous le savez, dans une situation où la confiance s'effrite, le citoyen perd confiance dans les institutions politiques, il perd confiance dans le fait que le politique peut répondre aux problèmes et aux enjeux qui se posent aujourd'hui. Et peut-être il perd même confiance dans sa propre capacité d'avoir une prise sur sa vie et de pouvoir euh, euh, entrer dans sa vie ou tenir sa vie, contrôler sa vie. Et la participation est sans doute le moyen de recréer les conditions de la confiance au niveau de la commune. Je vois que Marie veut intervenir. Je vais continuer tout de suite, mais je vais laisser Marie, Marie dire ce qu'elle veut dire. Bonjour, c'est juste pour vous dire que c'est important de savoir que le webinaire est enregistré. Donc voilà, bonne Merci continuation. Marie. Oui, merci Marie. Effectivement, le webinaire est enregistré et ça, c'est une question aussi de confiance que de préciser les conditions dans lesquelles les choses se déroulent. Et ça, c'est quelque chose qui, au niveau de la participation, va se faire aussi. Faire de la participation citoyenne, c'est créer les conditions de la confiance, recréer les conditions de la confiance entre le citoyen et la commune, montrer au citoyen qu'il a quelque chose à dire, qu'il peut parler qu'il peut dire ce qu'il pense, et que ça peut se faire dans un dialogue serein, que ce qu'il pense et ce qu'il voit comme possibilité pour sa commune peut être pris en considération pour établir les décisions politiques. Donc tout ça, cette petite introduction pour vous dire à quel point nous estimons chez Gémil que la participation est importante, évidemment, c'est notre plaidoyer, mais que le niveau communal a vraiment un rôle spécifique à jouer, la proximité qui a entre la commune, les responsables politiques de la commune et le citoyen fait que c'est certainement à ce niveau-là que cette participation peut s'installer le plus rapidement et le plus directement. Et c'est à ce niveau-là qu'un panel citoyen peut faire de tout son sens. Voilà, c'est pour cette petite introduction. Le moment est venu sans doute de nous présenter. Donc, je suis Isabelle Dress, je suis responsable de projet pour Gémil. Euh, Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Mes collègues sont là également. Ben Hersel, le directeur de Gémil, Marie Garé, qui est responsable de la communication. Et nous avons aussi parmi nous, et nous sommes vraiment contents qu'il ait accepté d'intervenir, Fabien Révemont est avec nous. Fabien est directeur du service technique de la ville d'Arlon. Arlon a organisé un panel citoyen lors de la législature passée et Monsieur Révemont sera là pour témoigner, pour nous expliquer concrètement comment ça s'est passé, pour avoir un peu une sorte de petit rappel sur voilà la réalité en fait. Hein. Nous, chez Gémil, on va vous présenter les choses comme on estime qu'elles doivent se passer pour qu'un panel citoyen puisse donner toutes ses capacités et vraiment être de qualité. Et puis, Monsieur Révemont pourra dire, peut-être faire un petit reality check, comme on dit, et revenir avec les réalités de ce qui se passe dans les communes réellement. Mais ça, c'est aussi très important et je pense que ça pourra vous aider à avoir une vision claire de ce qu'est un panel citoyen et de comment le mettre en place.
Donc, nos objectifs aujourd'hui, c'est qu'à la fin de ce panel, vous puissiez vraiment avoir une vision claire de ce qu'est un panel citoyen, de pouvoir identifier si le thème qui vous intéresse et sur lequel vous comptez travailler est adéquat pour un panel, ou peut-être dans l'autre sens, si le panel est adéquat pour le thème que vous voulez aborder. Nous aurons l'occasion d'évoquer les différentes étapes pour la mise en place d'un panel et d'estimer les ressources et le temps nécessaires pour organiser cela. C'est déjà pas mal de choses. C'est pour vous donner une vue globale de ce qu'est un panel citoyen. Pour nous, il nous a paru important de faire ceci à ce moment-ci, en début de législature, alors que j'imagine vous êtes nombreux à travailler sur le plan stratégique de la commune. Et nous espérons vraiment qu'au terme de ce webinaire et pour les personnes qui veulent prolonger au terme du workshop que nous organisons en avril, nous espérons vraiment que vous ayez la possibilité d'intégrer un panel dans le plan stratégique et de le faire de la meilleure façon possible pour que les autres personnes de la commune et le collège et l'administration vous suivent dans votre démarche et que vous puissiez vraiment faire ça solidement. Commençons peut-être par une petite question. Vous voyez que vous avez accès à un question-réponse dans les différents outils que vous avez. Et la première question qu'on souhaiterait vous poser, c'est savoir pourquoi vous suivez ce panel, en fait. Donc, pourquoi êtes-vous là? Est-ce que c'est parce que votre commune prévoit d'organiser un panel citoyen? Ou est-ce que vous ou la commune envisager de mettre un panel citoyen en place sans que ce soit déjà vraiment bien inscrit et que ce soit déjà sûr, ou bien simplement par intérêt et pour en savoir plus sur le sujet. Donc, n'hésitez pas euh, à expliquer dans le question-réponse, là, à nous indiquer pourquoi vous êtes là, comme ça nous avons la possibilité de comprendre un peu quelles sont vos motivations. Marie, est-ce que tu vois si les premières réponses arrivent ou pas encore? Non, il y en a pas. Pas encore de réponse. Mais j'ai posé la question. D'accord. Si c'est via le chat, la conversation est désactivée, il est mis pour la réunion. Alors, allez voir le QNR, question-réponse, le bouton juste à côté. Alors, on va profiter de ce petit moment pendant lequel vous indiquez vos motivations pour passer en revue le programme. Donc, ce que nous allons faire pendant cette heure et demie, nous allons commencer par écouter Fabien qui va nous présenter donc le cas d'Arlon et nous expliquer dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Ensuite, nous verrons à quoi peut servir un panel citoyen. Donc, qu'est-ce qu'un panel citoyen et pourquoi en faire un? Nous aborderons les questions de ce qu'on appelle le recrutement des participants, donc avec la question de la représentativité et de l'inclusion. Nous verrons ce qui est un bon thème pour un panel et nous verrons rapidement comment formuler une bonne question. Ça, c'est une question déjà un petit peu plus technique, mais donc on va l'évoquer rapidement aujourd'hui. Ensuite, on fera une petite pause quand même pour un peu se dérouiller les jambes, pour ensuite aborder les questions les étapes du déroulement d'un panel, voir comment assurer le mieux possible le suivi. Ça, c'est un élément fort important. Il vient en fin de séance, mais il faudra qu'on insiste un peu là-dessus. Mais vous verrez qu'on va en parler pendant toute la séance. Et pour terminer, une petite checklist pour que vous puissiez déjà juger ou estimer si vous êtes sur la bonne voie avec les éléments que vous avez déjà en tête.
Voilà, donc un programme assez chargé. On va avancer relativement rapidement. Par contre, ce qui est essentiel, c'est que vous notiez à nouveau dans le question-réponse, pendant le déroulement, notez les questions que vous avez. Nous avons prévu en fait 2 moments où nous répondrons aux questions. Pour éviter d'être interrompu et d'y répondre vraiment toujours sur le fil, on va centraliser les questions et on y répondra juste après la pause pour une première volée de questions. Et puis alors enfin, on répondra aux autres questions qui resteraient encore. Voilà, j'espère que tout est clair. Est-ce que le question-réponse a l'air de fonctionner, Marie? Il y a des choses qui Oui, se il y a sont... beaucoup OK. d'intérêt. Il y a une personne qui est enseignant et souhaite organiser un panel citoyen avec les étudiants. Voilà, conseil de quartier, un panel citoyen sur une province. Donc voilà, beaucoup d'intérêt. Euh, c'est chouette à voir. OK. Parfait. Merci. Euh, donc, je propose de passer la parole à Monsieur Revemont d'Arlon. Vous savez sans doute que la thématique du changement climatique et les enjeux climatiques fait très souvent l'objet d'assemblées citoyennes ou de panels citoyens. C'est une thématique qui est abordée très souvent avec les citoyens, ce qui est tout à fait normal parce que c'est un enjeu essentiel, un enjeu qui concerne les personnes au premier chef, un enjeu sur lequel les citoyens ont quelque chose, aussi une part à jouer. Et donc, c'est une thématique qui est très souvent abordée par les assemblées citoyennes ou les panels citoyens. Je fais d'ailleurs ici une petite remarque. Dans le vocabulaire et dans notre utilisation chez Gémil, il n'y a pas vraiment de différence entre panel citoyen, assemblée citoyenne. Parfois, on estime qu'une assemblée citoyenne, c'est avec un plus grand nombre de personnes, mais finalement, cette différence n'est pas la même chez tout le monde. Enfin, ce n'est pas validé par toutes les personnes. Donc, assemblée citoyenne, panel citoyen, c'est la même chose. À Arlon, on parle d'un panel citoyen, je pense, hein. C'est comme ça qu'il a Oui, été appelé. Ouais. c'est comme ça qu'on l'a défini. Oui. Parfait. Merci, Monsieur Revemont, de nous expliquer un peu ce qui s'est passé à Arlon. Voilà. Merci de me céder la parole. Alors, je vais vous expliquer un petit peu notre expérience pour le panel citoyen sur un cas concret. En fait, nous avons créé un comité de pilotage afin de rédiger notre PAEDC, notre plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat. Ceci afin de diminuer la consommation énergétique de notre territoire, d'augmenter l'apport d'énergie renouvelable et de s'adapter au changement climatique. Alors, ce comité, dont je faisais partie, était composé de mandataires politiques, de la majorité et de l'opposition, d'experts et de 5 citoyens qu'on avait triés sur CV. Alors, le but de ce comité de pilotage, c'était de créer des fiches projets d'action et de levier afin d'agir concrètement sur le territoire de notre ville. Nous avons créé près de 240 fiches lors de ces séances de travail, dont 70%, donc 180, concernaient directement les citoyens de notre ville. Alors, nous savons tous qu'un plan d'action ne peut se concrétiser qu'avec l'implication et le soutien du public concerné, sans quoi il était voué à l'échec. Alors, le comité de pilotage avait effectué correctement son travail durant 2 ans sur comment arriver à nos objectifs, et la ville a dû réfléchir à comment les mettre en œuvre. Alors, étant donné qu'une grande partie des actions concernaient les citoyens, nous avons voulu leur présenter, afin qu'ils puissent y adhérer, de se les approprier et surtout en être acteurs pour leur mise en œuvre, ces différentes actions. Alors, nous n'avions pas au sein de l'administration communale l'expérience et les ressources nécessaires pour réaliser les tables rondes et de travail avec les citoyens pour atteindre nos objectifs. Alors, j'étais seul au sein de l'administration à porter ce projet. Nous avions pris contact avec la cellule CID, CID qui veut dire socio-économie, environnement et développement, de l'Université de Liège, qui nous a accompagnés dans cette démarche de participation citoyenne tout au long du processus. Alors, suite à nos échanges avec les cellules CID, nous avions défini 3 phases afin de constituer un panel citoyen et atteindre nos objectifs. À savoir que le coût de cet accompagnement par la cellule CID de l'ULG nous est revenu à 8 700 €. Alors les 3 phases, il y avait une première phase
qui comportait la constitution du panel citoyen, une deuxième phase qui était d'animer le panel citoyen, et la troisième phase qui était de réaliser une synthèse et de mettre en œuvre les actions. Concernant la constitution du panel citoyen, on a réalisé différentes réunions avec eux. C'est un processus qui a duré 2 mois. Alors, suite à des réunions avec la cellule CID, il avait été décidé de créer pour notre ville un panel citoyen au profil diversifié, qui ne sont pas habitués à ce type de participation. On a différentes commissions et c'est vrai que souvent on retrouvait les mêmes citoyens dans ces commissions. Là, le fait de vouloir rechercher des profils diversifiés, ça nous ouvrait beaucoup plus de portes. Alors pour ce faire, nous avons choisi de faire un tirage au sort dans notre liste de population. Nous avons tiré au sort 2004 citoyens pour pouvoir retenir 20 panélistes et 10 suppléants. Ça, nous pourrons en discuter plus tard pour les modalités du tirage au sort. Alors, une fois notre panel citoyen constitué, nous avons réfléchi à un programme de travail qui était notre phase 2. Cette phase 2, c'était d'animer le panel citoyen et d'en ressortir des informations exploitables. Ça s'est passé sur 4 mois, en 4 soirées. Donc, nous avons réalisé 4 soirées de travail en semaine d'une durée de 3 heures chacune, de 19h à 22h, espacées d'1 mois. D'abord, nous avons réalisé une première soirée de présentation du contexte et des objectifs, puis s'en est suivi 3 soirées à thème, bien précises, englobant les problématiques de nos différentes fiches de notre période d'essai. Des tables rondes de 4 à 5 citoyens, stimulées par un chercheur du CID, ont permis de synthétiser les idées émises par les citoyens et ont remis en commun ces idées en fin de soirée. Ceci nous a permis de restituer les différentes propositions et de les classer par qui peut agir, la ville, le citoyen, la région. Est-ce que c'était réaliste ou utopiste? Et ça, selon les différents thèmes. Suite à ces tables rondes, les idées devaient prendre forme et devenir réalité, ce qui nous a amené à la phase 3. Lors de cette phase 3, on a réalisé la synthèse de tout ce qui avait été dit et on a mis en œuvre les différentes actions. La présentation de la restitution des différentes propositions a été faite ensuite aux panélistes en soirée, où étaient aussi invités les membres du comité de pilotage, qui avaient créé aussi des différentes fiches du PAEDC. Grâce à ce passage de relais, le comité de pilotage du PAEDC s'est ensuite attelé à ressortir les éléments classés par ordre de priorité afin de les concrétiser en propositions pour les soumettre au conseil communal. Dans le comité de pilotage, il y avait des membres de la majorité et de l'opposition. De ce fait, toutes les propositions qui ensuite passaient au conseil communal avaient été travaillées et acceptées par tous, ce qui nous facilite énormément les choses. Des actions concrètes telles que la mise en place de nombreuses primes Action Climat ont été faites, des adaptations au règlement d'urbanisme pour les travaux d'amélioration énergétique des logements ont été apportés, des investissements dans la mobilité douce ont été réalisés, et cette liste est non exhaustive. En plus, un service d'accompagnement des citoyens à la rénovation énergétique de leur logement a été créé. En effet, certains citoyens voulaient faire des travaux économiseurs d'énergie, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, ils ne savaient pas combien que ça allait revenir, ils ne savaient pas quelle entreprise trouver. Et pour ce faire, les services de la ville ont lancé par exemple un marché public pour trouver une structure qui s'occupe d'accompagner les citoyens dans leur démarche, leur faciliter le financement. Et ils étaient aussi chargés de constituer une grappe d'entreprise pour des entreprises dans un périmètre de 50 km autour de la ville d'Arlon, pour favoriser aussi l'emploi local et répondre directement à la demande de travaux. Donc ça, c'est des éléments concrets qui en sont ressortis. Alors on peut dire que cette expérience a été très enrichissante pour nous et les citoyens panélistes, et que des actions concrètes ont pu en découler et bénéficier très rapidement aux différents acteurs de cette expérience. Alors l'implication des citoyens a été forte lors des soirées, afin de trouver des solutions concrètes aux thématiques proposées. Alors les débats entre générations étaient parfois mouvementés par rapport aux priorités de chacun, et chacun a pris conscience des besoins de l'autre. Pour un petit exemple, au niveau de la mobilité douce, les jeunes voulaient mettre des pistes cyclables partout et créer des endroits sans véhicules en ville. Et les personnes âgées, eux, ils avaient du mal à se déplacer et devaient, par exemple, se déplacer en véhicule le plus proche possible de des lieux où ils allaient, par exemple, faire leur commission ou autre. Donc il y a eu des débats vraiment intéressants et chacun a vraiment pris conscience de l'autre. Alors, les citoyens se sont aussi rendus compte lors de ces soirées qu'ils pouvaient être acteurs à leur échelle et ont aussi compris les limites des pouvoirs locaux. La ville peut faire beaucoup de choses, la région peut faire beaucoup de choses, mais eux, ils peuvent vraiment être acteurs et prendre aussi le taureau par les cornes. Alors, nous comptons, grâce à cette bonne expérience, réaliser ce même type de processus avec les autres secteurs,
tertiaires, agriculteurs, entreprises, etc. Donc sur différents autres thèmes, afin de faire bouger les choses vraiment ensemble. Donc voilà pour la petite expérience d'Arlon sur le panel citoyen. Parfait, merci. Quand a eu lieu ce panel? C'était organisé il y a quelques années, je ne sais plus exactement la date. Alors ça a été organisé il y a 2 ans. Donc c'était voilà, en fin de législature en fait. Ouais. Et ce qui est assez impressionnant dans le travail qui a été fait, c'est finalement le fait qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été implémentées et qui a vraiment eu un effet sur ce que la commune propose maintenant aux citoyens. Hein. Donc, avec Alors notamment le comité d'accompagnement, je vous écoute. c'est ça. C'était ça l'intérêt, hein, c'était de ressortir des actions vraiment concrètes. Et ensuite, les citoyens se sont rendus compte qu'il y a des actions qu'ils pouvaient faire eux-mêmes. Donc la ville n'avait pas besoin d'intervenir directement. Mais ensuite, quand c'était des investissements vraiment sur les infrastructures de la ville ou pouvoir créer des services comme le service d'accompagnement, là, c'était l'administration qui devait prendre le relais concrètement et proposer des choses au conseil communal, au collège, au conseil communal, et lancer les procédures derrière. Donc c'est vrai, le fait aussi qu'on s'est fait accompagner par la cellule CID, ça nous a permis, en ressources humaines, quelque part, de se reposer sur eux. Ensuite, ben, le travail de l'administration, il n'y avait pas de surtravail par rapport au panel citoyen, puisque le travail derrière, c'était surtout des procédures de marché public qui ont pu en découler et un petit peu de communication. Donc comme vous voyez, le fait de créer le panel citoyen et de ressortir vraiment des idées, c'était un coût inférieur à 10 000 euros pour la ville. Donc c'était vraiment raisonnable quand on voit le coût réel, par exemple, d'un emploi. OK, merci. J'ai vu pendant votre intervention qu'une main s'est levée. Si vous avez des questions à poser par rapport au contenu ou aux éléments qui sont dits, ou n'hésitez pas à les poser dans le questions et réponses hein, pour qu'on rassemble les questions et qu'on y réponde tout à l'heure après la pause. Si c'est une autre question urgente ou une question technique ou pratique, vous pouvez aussi les indiquer là dans le question-réponse. Un de mes collègues se chargera d'y répondre s'il y a une urgence, je dirais. Alors, Monsieur Révemont nous a expliqué ce qui s'est passé au niveau de la commune d'Arlon et effectivement, on va retrouver beaucoup d'éléments, enfin, on y retrouve beaucoup d'éléments dont je vais vous parler maintenant. Donc, la première question on va aborder, c'est qu'est-ce que c'est en fait un panel citoyen? Quelles sont les caractéristiques qui établissent qu'il s'agit bien d'un panel citoyen tel que nous l'entendons? Donc, un panel citoyen, c'est un groupe de citoyens tirés au sort, représentatifs de la population, qui dispose de temps, d'informations et de soutien pour débattre sur un problème complexe et formuler des recommandations fondées, largement soutenues, qu'il transmet ensuite à l'autorité mandante, donc à la commune, dans ce cas-ci, pour le suivi. Donc tous ces éléments, on va les aborder de façon plus détaillée dans la suite. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un groupe de personnes qui reflètent, la population de la commune dans toute sa diversité, dans toutes ses couleurs et ses formes. On verra que la question du temps qu'on consacre au panel citoyen est importante. Il faut que les citoyens puissent avoir le temps de réfléchir, qu'ils reçoivent l'information nécessaire et qu'ils soient accompagnés pour faire ce cheminement. Le panel citoyen est intéressant pour débattre d'un problème complexe. C'est un outil de participation qui permet d'aller assez loin, puisqu'il y a ce moment d'information, il y a ce moment de réflexion. Donc, on peut vraiment aborder une question plus complexe, là où d'autres outils de participation permettront peut-être d'aborder des questions qui sont plus simples, où un oui ou non suffit, ou c'est juste un recueil d'informations pour la commune. Là, il faut plutôt se centrer ou aller vers d'autres processus participatifs. Les recommandations qui en sortent peuvent être si le panel s'est bien passé, peuvent être très, très fondées et largement soutenues parce que les citoyens s'y retrouvent
Et alors, il y a le travail de suivi sur lequel on insistera tout à l'heure, qui est important pour que, effectivement, ce que les citoyens ont fait serve à quelque chose pour la commune. Le panel, vraiment en lui-même, comporte quatre phases. Le moment d'accueil, où on va recevoir les personnes, accueillir les personnes. La phase d'information, sur laquelle je m'étendrai un peu plus tout à l'heure, et qui est une phase importante, qui comprend en général au minimum un tiers du temps du panel. Donc, si vous faites un panel de 4 jours, la phase d'information va être plus qu'un jour. La phase de délibération, les discussions entre les participants, vraiment la phase de dialogue, et puis les recommandations. Donc ça, ce sont les 4 phases sur lesquelles, du déroulement classique d'un panel citoyen. Nous y reviendrons plus en détail tout à l'heure. Quels sont les atouts en fait de cet outil de participation? Pourquoi faire un panel citoyen plutôt qu'utiliser un autre outil participatif comme un conseil consultatif, par exemple? Qu'est-ce que le panel citoyen permet de faire? Il permet en fait d'éviter certains problèmes qui se posent de façon récurrente dans les autres types dans les autres outils de participation. Première récurrence, c'est l'impression que ce sont toujours les mêmes personnes qui participent. Ici, avec le tirage au sort et l'effort vraiment d'inclusion et l'effort qu'on fait pour atteindre les personnes qui sont en général plus éloignées de la commune et qui spontanément ne vont pas se présenter, on permet de changer les visages. Hein. Ce ne sont plus les mêmes personnes que vous rencontrez, les personnes que vous avez l'habitude d'avoir à vos portes, hein, que vous avez l'habitude de croiser, qui vous interpellent ou qui vous écrivent ou qui participent, qui font partie des conseils consultatifs, par exemple, qui se portent volontaires. Ces personnes, ce sont des personnes très motivées, ce sont des personnes qui deviennent presque des citoyens professionnels de la participation. Ils connaissent les usages, les habitudes, ils connaissent les codes pour s'adresser à la commune. Ce sont des personnes ressources sur lesquelles le service de participation doit sans doute se reposer et peut les faire intervenir à différents moments. Mais le panel citoyen permet de s'adresser à d'autres personnes. Petite difficulté que rencontrent souvent les outils de participation, c'est que les personnes abandonnent le trajet en cours de route. Hein. Un conseil consultatif, par exemple, peut durer très longtemps. Le conseil des aînés peut être institué pour le temps de la législature. Pour beaucoup, c'est trop long ou ils ne voient plus l'intérêt et donc ils quittent le navire en cours de trajet. On voit que les panels citoyens, si l'effort de facilitation et l'effort d'accueil des participants est bien fait, les citoyens, en général, restent tout le temps du trajet, notamment parce que le trajet n'est pas très long et qu'ils en connaissent très bien le début, la fin, donc les rendez-vous sont fixés à l'avance, ils savent à quoi ils s'engagent et donc ils sont impliqués sur la longueur du trajet. On voit que le taux d'abandon est en général, il peut en avoir, hein, il peut y avoir des personnes qui doivent quitter, qui ne peuvent plus suivre, mais le taux d'abandon est en général très, très bas. Le panel citoyen permet d'aborder des questions complexes, ce qui n'est pas toujours le cas avec les autres outils de participation, et les propositions qui sont avancées par les citoyens sont plus réalistes hein, par rapport aux autres outils de participation, parce que ce sont souvent parce que les citoyens sont accompagnés et ont l'occasion de rencontrer les personnes des services concernés par le sujet qu'ils traitent, donc ils vont pouvoir rester plus proches des besoins de la commune, de ce que la commune peut faire. Alors, la question est-ce qu'il faut faire un panel citoyen ou ne pas le faire hein, c'est comment trancher. Donc, comme je l'ai dit, le panel citoyen permet d'aborder une question importante. Il faut le faire si la commune a besoin d'une contribution
argumenté et nuancé de la part des citoyens, si on a besoin de quelque chose de plus élaboré, si le besoin de la commune par rapport à la thématique, c'est d'avoir quelque chose qui est plus large et plus construit, alors le panel citoyen fait tout son sens. Si ce sont des informations plus basiques qui ne doivent pas être argumentées, sans doute qu'un autre outil participatif comme une consultation, par exemple, peut tout à fait convenir et sera un meilleur outil pour ça. Il faut aussi s'assurer, pour le panel, il faut s'engager dans un trajet avec un panel citoyen si on est sûr qu'on a le temps suffisant pour la mise en œuvre. Donc, ça veut dire qu'il ne vaut mieux pas commencer un panel citoyen trop tard dans la législature, parce que là, sans doute qu'une fois que les recommandations seront là et que le conseil ou le collège communal pourra se nourrir des recommandations, il sera trop tard pour penser à l'implémentation et le risque que le travail se perde lors du passage à la législature suivante est grand. Vraiment les red flags, donc les drapeaux rouges qui vous disent ne faites pas un panel citoyen, le premier c'est certainement s'il n'y a pas de marge de manœuvre ou si la décision est déjà prise. Un panel citoyen, il ne faut pas faire le panel citoyen pour le plaisir d'en faire un. Si la décision est déjà prise ou dans les grandes lignes et qu'en fait les citoyens n'ont plus de possibilité d'apporter quelque chose, ça ne sert à rien. Là, faites plutôt une séance d'information ou un focus group ou d'autres types d'outils participatifs, de processus participatifs, mais pas un panel. Autre moment peut-être un peu à éviter, c'est si vous avez vraiment une question d'urgence, une question de crise, ça aussi, le panel citoyen qui demande un peu de temps dans son installation, dans son déroulement, ne permet pas de répondre à des questions vraiment urgentes. Donc, je veux insister sur le fait que c'est important de vraiment sous-peser la motivation ou les raisons de faire le panel citoyen et vraiment choisir un autre outil si un autre outil répond mieux aux besoins de la commune par rapport aux questions qui se posent. Alors, nous avons dit que le panel est composé d'un groupe représentatif de citoyens, un groupe diversifié. La question est de voir comment on arrive à ce groupe de citoyens, comment on arrive à former ce groupe de citoyens. Je pense que pour Arlon, ils étaient 25 les citoyens, si je me souviens bien, le groupe du panel. Vous êtes silencieux. Fabien, il faut allumer votre micro. Voilà. Il y avait 20 citoyens panélistes Okay, et 10 suppléants. D'accord. Alors, pour former ce groupe, en fait, tout commence sans doute par une bonne lettre, une bonne invitation. Ici, vous avez sous les yeux un exemple de lettre que nous avons envoyée aux personnes qui ont été tirées au sort. Et cette invitation se présente presque comme vous avez gagné la loterie, en fait. Hein. C'est un peu ça, c'est vrai. Vous avez gagné la loterie, vous avez été tiré au sort parmi tous les habitants de la commune. Et donc, je pense que cette lettre, enfin, il est établi, on voit que c'est cette lettre qui est le premier contact entre la commune et les citoyens qui pourraient participer au panel. Cette lettre doit vraiment se présenter comme une invitation sur laquelle on va présenter le sujet, sur laquelle on explique la demande, en fait, hein, ce qu'on explique, ce que la commune souhaite que les citoyens fassent. Mais l'important, c'est d'avoir quelque chose qui soit présenté de façon engageante, tout en gardant, évidemment, il faut faire le bon équilibre, tout en gardant le sérieux, évidemment, c'est quand même la commune, on aura en dessous la signature du bourgmestre ou de l'échevin en charge. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre la lettre engageante et le sérieux nécessaire à ce processus. Alors, je fais un petit pas en arrière pour vous expliquer les étapes du tirage au sort. Comment ça se passe en fait le tirage au sort? Qui va recevoir cette lettre? Le tirage au sort, pour garantir la meilleure diversité, devra se passer en 2 temps.
Premier temps, c'est un tirage au sort sur toute la population sur base du registre de la population de la commune, sur lequel vous allez tirer en fonction de la taille de la commune et de la taille du panel auquel vous voulez arriver, entre 1000 et 4000 noms. Et ces 1000 ou 4000 personnes vont recevoir l'invitation. Pour la région bruxelloise qui organise régulièrement des assemblées citoyennes ou des panels citoyens, la région bruxelloise, quand ils envoient au niveau de toute la région, évidemment, là c'est un très grand groupe, là ils envoient 10 000 lettres. Donc c'est pour vous dire qu'on envoie toujours un nombre beaucoup plus grand que le nombre de personnes qu'on veut avoir au final. Pour Arlon, si je me souviens bien, c'était 2000 lettres ont été Euh, envoyées. c'est ça exactement, c'était 2004 lettres exactement qui ont été envoyées. Voilà, donc on Et envoie on a de eu, 2004. Oui, pardon. voilà, donc nous c'était un petit peu le même principe, hein. On avait d'abord créé, pour savoir, pour arriver aux 2004 lettres, on devait savoir aussi le nombre de citoyens qu'on voulait retenir à la fin, une vingtaine. Oui, Donc, oui, comme vous avez dit, c'est vrai que les taux de retour peuvent être assez faibles. On oui. avait créé 12 catégories, nous, à l'époque, au niveau des citoyens, qui étaient repris sous différents critères, ville, village, homme, femme et catégorie d'âge. Et on avait créé, pour ces 12 catégories, on avait choisi de retenir environ 167 citoyens par catégorie, ce qui nous amenait à nos 2004 courriers envoyés. Donc Mhm, c'est vrai qu'on a envoyé un courrier sous la même forme que ce que vous avez montré précédemment, pour expliquer ce que c'était le panel citoyen aux 2004 citoyens. On leur a laissé un mois pour répondre, pour savoir s'ils étaient intéressés, pour nous suivre. Et la réponse pouvait se faire soit par questionnaire mail ou soit par courrier. mhm. Donc c'est vrai que là, nous, on avait reçu 99 réponses, hein, sur les 2004 courriers envoyés, dont 76 réponses en ligne et 23 en format papier. Alors, ça représentait un taux de réponse de près de 5%. Donc on est dans la marge que vous avez montrée juste avant. Oui. Ensuite, on a vérifié que les réponses concernaient bien les candidats tirés au sort. Là, on en a écarté deux parce qu'il y a d'autres personnes qui avaient répondu alors qu'elles n'étaient pas conviées. Donc on les a écartées. Et on a vérifié aussi les doublons. Certains avaient répondu à la fois par mail et par courrier. On a écarté aussi deux autres citoyens. Donc voilà un petit peu déjà pour les chiffres qu'on avait, nous, au niveau Mhm. de notre expérience. Oui. OK, merci. C'est très concret, ça rend les choses très concrètes. Donc effectivement, le tirage au sort, on prend un grand groupe au départ, hein, dans cette proportion de 2000 pour arriver à 20 citoyens. Les personnes intéressées vont répondre en général de 3 à 12% de réponses par rapport au nombre de lettres que vous avez envoyées. Ce sont des taux qui peuvent paraître bas, mais l'engagement qu'on demande aux citoyens est élevé. Ils doivent être disponibles, ils doivent avoir envie de participer à ce projet. Ils doivent déjà avoir lu la lettre, ce qui n'est pas toujours sûr, hein, évidemment. Il y a beaucoup de lettres qui n'arrivent pas entre les mains des personnes. Euh, et alors, dans ces réponses qu'on a reçues, 99 pour Arlon, voilà, le nombre, les 10 5 à 10% de réponses positives que vous avez reçues, sur ces bases-là, on va faire un deuxième tirage au sort en gardant alors à l'esprit certains paramètres pour s'assurer que on arrive bien au panel diversifié qu'on veut atteindre. Et donc là, on opère un deuxième tirage au sort parmi les personnes qui ont dit je suis d'accord de participer. Et puis on arrive alors au nombre de personnes qu'on veut avoir, 20 pour Arlon plus les 10 remplaçants. Et ces 30 personnes alors sont contactées pour vraiment faire partie du panel. Les paramètres sur lesquels on essaie de se calquer pour arriver à vraiment cette diversité et arriver à cette représentativité en fait de la population de la commune. En général, il y a un peu deux types de paramètres. Il y a les paramètres qu'on peut dire les paramètres durs, ceux sur lesquels on va vraiment coller aux statistiques, et qui sont en général les paramètres qui sont pris le plus couramment, c'est l'âge, le genre, la situation socio-professionnelle ou le type la longueur des études. Et pour les panels dans les communes,
c'est peut-être moins fréquent, mais si c'est nécessaire, on prend aussi la situation géographique. Si vous avez une commune relativement grande, qui a différents villages ou différents quartiers, là, vous allez veiller à ce qu'il y ait des citoyens qui sont de tous les quartiers, que tous les quartiers ou tous les villages soient représentés. Ça, ce sont les paramètres en général qui sont pris de façon et qu'on veille vraiment à respecter et approcher le plus près possible. On peut intégrer d'autres paramètres qui sont, par exemple, l'attitude personnelle des personnes, des participants. Par attitude, on veut dire, par exemple, vous pouvez leur demander si ils sont préoccupés ou pas pour les questions climatiques. Histoire de s'assurer qu'on ne va pas se retrouver avec un panel qui doit parler de mesures à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique, où on n'a que des personnes qui sont fortement engagées et que les autres personnes qui sont moins intéressées par la question ou qui ne veulent pas faire trop d'efforts ne soient pas présents. Ce sont des voix qui sont effectivement très importantes à entendre pour pouvoir avoir des recommandations qui répondent ou qui remportent une grande adhésion auprès de la population. D'autres types de questions qu'on peut demander, par exemple, c'est est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire, en fonction de la thématique, hein. Est-ce que vous êtes une personne porteuse de handicap? Et pour s'assurer qu'on est, par exemple, sur les questions de mobilité, on veut s'assurer que dans le panel, il y ait au moins une personne qui présente un handicap et qui doit se déplacer dans la ville, et donc pour pouvoir avoir cette voix aussi dans le panel. L'importance vraiment, c'est qu'à la fin de votre tirage au sort et que quand vous avez composé votre groupe, vous soyez avec un groupe de personnes, avec une photo sur laquelle chaque habitant de la commune peut se reconnaître et peut dire « Ah oui, en fait, j'aurais pu y être, ça aurait pu être moi, je me retrouve dans la commune ». Ici, un petit tableau pour vous montrer alors ce que ça donne au final, hein. Ici, c'est pour un panel que nous avons organisé. Vous avez ici le pourcentage souhaité, hein, 50% d'hommes, 49% de femmes et 1% de personnes non binaires. Et ça, c'est le pourcentage auquel on est arrivé effectivement une fois le tirage au sort réalisé. Vous avez les âges aussi. Pour ce panel qui était au niveau, au niveau national, la question de la langue était aussi importante. Donc voilà un peu de façon de comment les différents paramètres vont se représenter. Pourquoi en fait viser la représentativité? Il y a trois raisons. Première raison, c'est pour renforcer l'adhésion, de la population par rapport aux recommandations qui sont prises et aux éléments qui sont apportés par le panel, hein. Ce sont des gens comme moi qui ont réfléchi et donc je m'y retrouve. Le fait d'avoir un groupe diversifié permet d'augmenter la qualité des propositions et des solutions qui sont avancées parce qu'on prend en compte toutes les réalités qui se présentent dans la commune et pour certaines communes, hein, je sais que parmi vous, il y a beaucoup notamment de communes de la région bruxelloise et là, vous avez certainement des enjeux de diversité qui sont très, très importantes. C'est essentiel pour les recommandations d'avoir toutes ces voix autour de la table. Un autre effet positif de la représentativité, c'est finalement de la diversité du panel. Et ça, c'est plutôt un effet individuel sur les participants. C'est l'apprentissage de la diversité, de l'opinion des autres, de la richesse de discuter avec des gens qui n'ont pas forcément le même point de vue que moi au départ et d'arriver ensemble à un consensus ou à des recommandations sur lesquelles on peut se retrouver. Aussi, le fait d'avoir des personnes qui représentent des groupes très différents dans le panel et qui vont ces personnes vont avoir une meilleure compréhension de la vie politique, hein. C'est quelque chose qui ressort très souvent. C'est aussi bien du côté politique que du côté des citoyens participants, membres du panel. Ce qui ressort, c'est « Ah, maintenant, je comprends mieux comment fonctionne la politique. » Et c'est important que ce message puisse diffuser alors parmi tous les groupes dans la population.
quel effort faire pour atteindre les personnes qui sont les plus difficiles à joindre, pour arriver à les engager? Hein, vous le savez certainement, il y a toujours des groupes qui sont plus difficiles à engager, qui sont vraiment éloignés de la commune, qui n'en connaissent pas les codes ou qui ne poussent jamais la porte d'entrée de la commune, peut-être parce qu'ils ne on pense qu'ils n'ont rien à y faire ou rien à y dire aussi peut-être, hein, il y a des questions de langue qui peuvent jouer. Alors pour tous ces éléments-là, il y a d'autres, en dehors du tirage au sort, il y a des efforts à faire pour s'assurer que n'importe qui reçoit la lettre se dise ah oui, c'est pour moi, j'y ai ma place et même si j'ai des difficultés ou des obstacles, et la commune va faire le nécessaire pour m'aider à surmonter ces obstacles pour que je puisse y être. Par exemple, la question linguistique, certaines personnes ne maîtrisent peut-être pas bien le français dans votre commune, ils reçoivent la lettre et ils se disent, c'est pas pour moi de participer à des discussions. Ce qui se fait à Bruxelles notamment et qui fonctionne très bien, c'est d'autoriser les personnes à avoir un buddy. Donc une personne qui va faire un peu la traduction, qui va les accompagner, qui va les rassurer, qui va expliquer en fait les éléments qui n'auraient pas été comprises par le participant qui est moins à l'aise avec la langue. Tenir compte aussi des jeunes parents ou des parents avec des jeunes enfants et organiser des gardes d'enfants ou des services de babysitter, etc. Ça permet aussi d'enlever ce souci, cette inquiétude de toute une partie de la population qui ne peut pas se libérer aussi facilement. Un élément essentiel qui facilite vraiment aussi la participation et l'engagement de personnes qui sinon ne l'auraient pas fait, c'est le fait d'abord de rembourser les frais de déplacement. Enfin, dans les communes, c'est peut-être moins important parce que les déplacements sont moins conséquents. Mais si possible, d'avoir aussi un système de rémunération des participants. Ça peut donner l'impression, ah oui, mais les participants qui viennent pour l'argent, tiens, c'est un peu bizarre. Peu importe la motivation, la raison pour laquelle les personnes soient là, certaines personnes seront intrinsèquement intéressées par participer à un panel, d'autres personnes ne le sont pas, mais on leur dit c'est payé, vous obtiendrez à la fin à la fin du processus, vous aurez une rémunération qui peut être l'équivalent d'une rémunération comme un travail volontaire, par exemple. Ça va permettre à certaines personnes de se dire, ah bah oui, pourquoi pas en fait. Dans un panel qu'on a organisé, il y avait des jeunes qui étaient étudiants et qui avaient un job d'étudiant. Il m'a dit, bah oui, je suis là parce que normalement je dois travailler, mais comme c'est payé, voilà, ça me permet de compenser. Donc, ces raisons, ces petits incitants sont quelque chose qui va vous aider à avoir un panel plus diversifié où pas seulement les personnes intrinsèquement motivées seront présentes. Alors, je continue à avancer. Je regarde un peu par rapport au timing. On est plus ou moins bon. La question suivante, c'est de voir si le thème ou la question que vous voulez aborder est un bon thème à aborder dans le cadre d'un panel. Alors, première petite chose que je vais vous demander de faire, peut-être, c'est si c'est le cas, si vous avez un thème qui pourrait être abordé lors d'un panel citoyen dans votre commune, vous pouvez à nouveau l'indiquer dans le question-réponse euh, euh, pour, pour voir s'il y a déjà des choses qui sont dans vos communes en préparation. Entre-temps, je continue pendant que vous indiquez le thème que vous envisagez. Alors, quels sont les bons thèmes pour un panel citoyen?
étant donné ce qu'on a vu déjà jusqu'à présent, j'imagine que vous pouvez déjà en déduire une série de choses. Il faut que le thème soit suffisamment large. Un bon thème, ça peut être un thème qui est aussi sur lequel il y a une idée de valeur, en fait, où il faut faire un choix, où les citoyens eux-mêmes ne seront pas forcément d'accord. Parce que là, ça permet vraiment d'avoir une discussion et d'avoir euh, une information que la commune n'a pas au départ par son expertise ça apporte vraiment des questions, enfin des éléments importants, intéressants. Vous pouvez avoir une question ou un thème où il y a une sorte de dilemme. Par exemple, hein, comment augmenter la verdurisation du centre-ville tout en gardant l'attractivité pour les commerces, en fait. Hein. Donc là, on est dans une sorte de dilemme et le panel va devoir trouver la juste mesure entre ces deux éléments. Les problèmes complexes, on l'a vu, hein, le panel permet d'aborder des problèmes plus élaborés. Les questions à moyen et long terme, hein, c'est là que les citoyens peuvent donner tout leur sens, c'est vraiment la plus-value des citoyens, c'est d'avoir une réflexion qui dépasse la fin de la législature. Là où pour les politiques, c'est parfois un peu plus compliqué dans le fait qu'il y a des échéances électorales, il y a la volonté de rester dans quelque chose qui reste au niveau de la législature. Là où il y a un conflit politique aussi, où il y a un intérêt politique, ça peut être aussi intéressant. Prenons l'exemple de We Need to Talk que nous avons organisé. C'était sur le financement des partis. Là, la réflexion des citoyens qui ne sont pas du tout, qui sont contrairement aux politiques, les politiques dans ce cas-là sont jugés partis. Les citoyens, eux, permettent d'avoir une réflexion qui sort de ce cadre-là et c'est très, très intéressant en fait de les interroger sur ce sujet-là. Et on arrive à des choses qui sont tout à fait raisonnables et fondées. Hein. Les citoyens ne propose pas n'importe quoi pour se venger des politiques. Hein. Donc, c'est vraiment un processus qui peut permettre d'arriver à des réflexions intéressantes. Et évidemment, un sujet sur lequel l'expérience et le vécu des citoyens, et ça c'est le cas pour Arlon, hein, où on voulait savoir comment mettre en œuvre. Et donc là, c'est vraiment le vécu des citoyens qui apporte quelque chose. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de les impliquer. Marie, est-ce qu'il y a des thématiques qui ont été avancées dans les questions-réponses? Sur une province, ma question serait, faut-il ou pas supprimer la province? Question politique. Donc ça la rend très intéressante. Je ne sais pas si Ben, tu as un commentaire à faire sur cette question-là. C'est une question assez fondamentale pour voilà, le niveau, effectivement. Donc, c'est, comme Isabelle dit, très intéressant. Ce qui est peut-être important, c'est que si moi je comprends bien, c'est la région qui a en fait la compétence de supprimer ou pas supprimer les provinces. Donc, si c'est la province qui va organiser une assemblée citoyenne, c'est très important que vous êtes en bon lien avec la région pour l'organisation de cette assemblée, pour faire en sorte que ça va potentiellement avoir un impact. Mais c'est une question très intéressante, peut-être aussi liée à quelques exemples comme le fusionnement des communes. C'est aussi un peu lié aux gouvernances. Mais voilà, Isabelle va encore parler un peu là-dessus, je pense. Oui, oui, effectivement, c'est vrai que ça nous permet de rebondir sur l'idée de la réflexion sur la fusion des communes. L'idée, en fait, c'est de se dire, on peut confier un enjeu important aux citoyens. Ça va demander un processus qui soit bien accompagné. L'information, par exemple, va être importante, on en parlera tout à l'heure. Mais pourquoi pas confier des questions aussi émotionnelles et politiques que la possibilité de fusionner. En Flandre, ça s'est déjà fait, notamment à Caprec, pas uniquement là, mais notamment à Caprec, c'est une commune qui
était dans la réflexion, lors de la législature passée, était dans la réflexion de est-ce qu'on doit fusionner et si oui, avec quelle commune. Donc c'était un travail qui s'est fait au niveau d'abord des instances communales et puis ils se sont dit on va organiser un panel citoyen sur la question. Et la question était vraiment qu'est-ce que vous penseriez si on fusionnait? Est-ce que ce serait une bonne idée? Et si on le fait, avec quelle commune et dans quelles conditions? Et ce panel a été vraiment très riche en enseignements. Les citoyens se sont vraiment impliqués dans la réflexion. Ils sont, en fait, au final, ils ont donné un avis positif pour la fusion et leur avis était donc positif pour la fusion et en disant et si on le fait, alors faisons-le directement avec plusieurs communes. Il faut être ambitieux alors dans le projet. Donc c'était un peu l'avis qu'ils ont donné. On voit de cet exemple, l'exemple de Caprec est intéressant aussi parce que le panel citoyen a permis aussi à la commune d'aborder ce sujet qui est sensible. Hein. Imaginez dans votre commune, si on doit commencer de parler de fusion, vous pouvez imaginer comment les gens vont réagir parce que c'est émotionnel en fait. Hein. Les gens sont liés à leur commune et donc il y a une partie émotionnelle. Mais le fait d'organiser le panel citoyen à Caprec, ça leur a permis de commencer par un débat serein, en fait. Ils ont commencé par le débat contrôlé dans le cadre d'un panel où les personnes sont accompagnées, facilitées, etc. On a un dialogue, ils ont rencontré les autres communes, ils ont rencontré les autres parties prenantes. Le débat a été serein et la commune a pu communiquer sur ce débat serein. Donc, apporter, en fait, une première communication sur la possibilité de fusionner et le fait qu'on y réfléchit de façon sereine et calme. Et ça a permis, dans un premier temps, après le travail n'est pas fini, il faut voir la suite doit encore avoir lieu, mais ça a permis de commencer de façon sereine sur le sujet et pas tout de suite par un débat compliqué. Donc, confier les enjeux importants, la fusion des communes. Vous avez ici une liste de propositions de sujets qui peuvent être abordés et qui sont des enjeux essentiels. Hein, parfois où il y a des dilemmes, hein, par exemple tourisme ou préservation du caractère rural. Hein, ça peut être une question un peu de dilemme et très importante dans certaines communes. Le travail sur la réaffectation de bâtiments ou de friches de quartier, la question par rapport aux inondations aussi, comment être plus résilient par rapport aux inondations, ça peut être aussi un sujet très intéressant. Je pense qu'il est temps de passer à la pause, hein, je crois. Oui, je propose effectivement, Isabelle, que tu vas un peu plus rapide sur la question parce que tu as déjà abordé les thèmes et on peut encore revenir un peu là-dessus après la pause, peut-être. Oui. Donc, ce que je vais simplement ici, je vous propose ici de voir trois questions vraiment qui ont été formulées. Dans les trois, il y en a une qui est moins bonne. Et je vous le dis tout de suite, laquelle c'est la deuxième, en fait. Pourquoi la deuxième, hein, comment la commune peut-elle lutter contre le réchauffement climatique, n'est pas dans sa formulation, la thématique est peut-être bonne, mais la formulation n'est pas excellente, dans le sens où c'est beaucoup trop large. Le scope est beaucoup trop large. Hein, comme alternative, vous avez ce qui a été fait à Amsterdam, où là, on cadre directement la question par rapport, on donne le contexte, on donne la réalité, et la question alors est beaucoup plus cadrée, et ça permet d'avoir une réflexion en profondeur sur quelque chose et d'arriver à des recommandations qui seront plus faisables pour la ville ou pour la commune, qui seront plus réalistes. Voilà un peu par rapport aux questions. Je ne vais pas aller plus en détail sur ces questions de formulation de questions, parce que ça devient là, ici, un peu technique, et ça, je crois qu'on l'abordera lors du workshop en avril pour ceux et celles qui veulent y participer. Donc, oui, Ben, je t'écoute. Je vais encore poster une référence dans le Q&A d'un article qui est vraiment aussi très intéressant sur la formulation de la question. Comme ça, vous pouvez aussi lire plus là-dessus. Merci de nous rejoindre et on va commencer par répondre aux questions
qui ont été posées dans le chat, dans la conversation. J'espère que tout le monde a pu reprendre sa place. Je ne vous vois pas, mais je suppose que vous êtes là, j'espère en tout cas. Ah, Ben est là. Alors, différentes questions ont été posées. Oui, Philippe Daché, vous avez une question à poser ou sinon, je vous donc Philippe, je vois que vous avez levé la main, mais qu'elle est Oui. baissée entre-temps. Ah voilà. Oui, Ah oui, Philippe. non, c'est pour dire que j'étais là, madame. Ah voilà, ok. Merci, merci. Je sais que je ne parle pas, que je ne parle pas dans le vide. Non, Merci, Philippe. je n'interviens pas parce que je me dis, il y a beaucoup de... C'est très court, il y a Oui, beaucoup de monde, donc voilà. C'est simplement d'accord, pour signifier que merci. j'étais là, que vous n'étiez pas toute seule, madame. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Euh, Alors, répondons peut-être aux questions qui ont été posées. Marie, est-ce que tu peux citer l'une ou l'autre question? Oui. Donc, quels sont les outils de participation citoyenne qui existent? Un ouvrage de référence. Euh, un des sites de référence qu'il y a, et je le mettrai aussi dans le mail qui suivra, vraiment un site très intéressant, c'est le site du service de participation de la région bruxelloise. Et sur ce site, vous trouverez une description des différents outils. Donc, il est très bien fait. Il y a aussi un ouvrage, une publication de la région, de l'Union wallonne des villes et des communes, et qui date un peu plus, mais qui est très détaillé et bien fait également. Je mettrai le lien euh, dans le mail qui suivra le webinaire. Qui peut faire un tirage au sort? Un simple citoyen, il faut une autorisation communale. Mhm. Oui, là, pour un simple citoyen, la question est un peu plus complexe, hein. Le citoyen n'aura pas accès au registre de la population, ce qui, par contre, est le cas de la commune. Donc ici, pour la commune, peut-être Fabien peut aider pour ça. Vous savez, enfin, comment vous avez fait pour avoir l'autorisation? Enfin, est-ce qu'il y a eu des démarches à faire pour pouvoir utiliser le registre et faire le tirage au sort? Alors nous, c'était du traitement de données communales. Toute la partie-là, on l'a traitée en interne. C'est pas l'équipe site qui l'a faite. Mhm, On l'a fait tout en interne avec notre service informatique, où en fait, on a utilisé un fichier de type Excel Aléa qui mhm. nous a permis justement de tirer au sort les différents citoyens. Oui, Ensuite, on a contacté nous-mêmes, communes, les citoyens qui avaient été tirés au sort pour connaître leur intérêt et surtout leur demander ensuite si on pouvait communiquer leurs données aux personnes qui allaient nous accompagner. oui. Donc on a été prudent là-dessus, et on a été aussi prudent sur les données à caractère privé, notamment par exemple en soirée, ça arrive de faire des photos, ce genre de choses. Donc là Mhm. aussi, on a demandé toutes les autorisations. Donc on a été assez prudent. Toutes les données de la population étaient traitées en interne avant de les partager après autorisation des citoyens auprès de l'équipe CID. Ok, d'accord. Une Merci. autre question, comment choisit-on concrètement les 1000 ou les 4000 personnes? Mais je pense que peut-être ça, tu as déjà expliqué. Euh, oui, je ne sais pas, Ben, est-ce que tu sais s'il y a vraiment une proportion qu'on fait pour arriver à 50 citoyens, on envoie 2000 lettres. Est-ce qu'il y a un calcul qui est établi clairement, une proportion qui est fixée ou pas? À ma connaissance, non. Mais je pense que les chiffres que vous devez garder en tête, c'est un peu, comme Isabelle a dit, entre 3 et 12% des gens vont finalement dire oui. Ça dépend un peu du sujet, ça dépend aussi un peu des dates qui sont choisies, ça dépend aussi un peu de l'accompagnement que vous pouvez organiser pour eux. Si vous allez payer les citoyens, le taux va être plus élevé.
Généralement, dans des petites communes, le pourcentage va aussi être plus élevé. Le plus court le lien entre le gouvernement local et les citoyens, le plus haut le taux d'acceptation va être. Et aussi, ça c'est aussi un élément très important, le plus de critères que vous voulez choisir pour utiliser le tirage au sort, le plus difficile ça va être de les trouver et le plus de lettres que vous devez envoyer. Donc, pour être un peu concrète, si vous êtes ou si vous travaillez dans une petite commune et vous allez utiliser 3 critères pour votre tirage au sort sur un sujet qui vit vraiment dans la commune, probablement vous n'aurez pas besoin de 4000 personnes d'invités. C'est le plus facile, je pense, c'est d'envoyer des demandes peut-être à d'autres communes en demandant des communes comparables pour demander combien de lettres ils ont envoyées pour sonder un peu le nombre qui peut être intéressant pour vous. Une autre Alors, question. si je peux rajouter, donc je vous avais expliqué hein, le cas d'Arlon où pour 2000, plus de 2000 courriers envoyés, on en a reçu 99. À savoir que sur les réponses, sur les 99, on avait aussi fixé un cadre. C'est-à-dire que c'est important pour le citoyen, pour nous, qu'il sache dans quoi il s'engage et combien de temps. Ils savaient qu'ils avaient 4 soirées d'information, pas une de plus une séance de synthèse. Ils connaissaient le temps qu'ils devaient y consacrer. Et on a privilégié ensuite dans les 99, enfin, dans les réponses qui sont arrivées, on a privilégié les personnes qui étaient disponibles aux soirées. Et là, on avait 70 personnes qui étaient disponibles en soirée, sur lequel on a relancé un Excel aléatoire pour pouvoir en resélectionner 20. Ensuite, on a fait des petites adaptations au niveau des 20 panélistes en fonction justement des questions complémentaires qui étaient posées dans le questionnaire qui leur avait été envoyé pour connaître un petit peu s'ils étaient propriétaires, s'ils étaient locataires, s'ils utilisaient la voiture pour se déplacer ou le vélo. Donc, on a finalisé, on a un petit peu affiné justement ce panel citoyen grâce à ce questionnaire complémentaire et grâce aussi à leur disponibilité. En prévoyant cette disponibilité, ça nous a permis aussi d'avoir des citoyens qui étaient là tout le temps. Les Ouais. suppléants, on n'a utilisé que 3 fois des suppléants réellement sur les 4 soirées d'information, sur les 10 disponibles, parce qu'on savait qu'ils étaient disponibles pour nous suivre. Enfin, voilà. Ok, merci Fabien pour ces précisions. Je pense qu'il y a encore une dernière question intéressante sur Marie. Comment convaincre les anciens politiciens de bien fonder de l'Assemblée citoyenne et qu'ils ne perdront pas de pouvoir? Voilà, c'est une question intéressante du soutien politique en fait. Et effectivement, c'est très important. On va y venir plus tard. Je vais insister sur cette question de l'importance d'avoir le soutien au sein de la majorité et même plus largement. On voit que à Arlon, ça a pu se faire par le fait que dans le comité de pilotage initial, il y avait l'opposition était présente et c'était important. Ils étaient partants ou réceptifs à l'idée d'organiser ce panel. Des façons de créer ce soutien, c'est sans doute d'impliquer les politiques dans le processus, que ce soit en amont et peut-être qu'ils peuvent faire partie du comité de surveillance, par exemple, à les intégrer dans une sorte de comité qui va suivre le déroulement. On peut aussi les impliquer au niveau, et ça c'est vrai peut-être pour les échevins et puis pour l'administration, les impliquer en tant qu'experts pour qu'ils viennent à un moment informer les citoyens sur le fonctionnement de la commune, ou bien s'ils sont experts sur la thématique, qui viennent informer les citoyens sur la thématique. Donc je pense qu'il y a peut-être, enfin, c'est essentiel de les avoir, de leur dire que, de leur montrer en fait d'expliquer à quoi la commune s'engage et où ils gardent leur rôle, en fait. Ça, c'est les questions de suivi que je vais aborder peut-être juste après, plus largement. Est-ce que par rapport au suivi politique, Ben, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Pas en ce moment-ci, je D'accord. pense. On peut D'accord. avancer. OK.
Parfait. Ben alors, je continue parce que le temps passe très vite. Donc, Il y a le... encore des autres questions, mais on peut peut-être continuer et puis après aborder les autres oui, questions. on va essayer de terminer à temps et puis pour répondre aux questions qui suivent, on le fera après. Euh, le... Donc, passons au déroulement du panel. Donc, nous avons vu qu'il y a 4 étapes importantes. L'accueil où on explique le processus et on met on crée en fait le lien entre le groupe, on met les gens à l'aise et on leur explique ce qui va se passer et surtout, important, on leur explique ce qui va se passer après, ce qui va être fait avec leur travail, à quoi ça va servir, quel va être le suivi. C'est essentiel d'être très clair sur ces questions parce qu'il faut vraiment gérer les attentes. Il faut dès le début leur dire tout ne sera pas forcément utilisable. Enfin, il faut leur dire à quoi leur travail va servir. Vous êtes presque en train de dire que la Belgique est trop généreuse. On va éteindre le micro. Voilà. Donc, c'est important de bien fixer les attentes et bien expliquer à quoi ça va servir. La phase d'information, j'y reviens tout de suite, une phase importante et un peu plus longue. La phase de délibération, c'est un élément important également, mais je vais venir en détail en fait avec mes prochaines dias. Et puis, on termine par les recommandations. L'information, il y a donc cette phase qui peut aller jusqu'à 1/3, voire la moitié du temps. Hein, c'est une phase importante. Il y a 3 types d'informations possibles. Les informations dites neutres, qui sont celles en fait des experts, des académiques, et qui vont brosser la connaissance sur la thématique qui est abordée. Et puis alors, on peut avoir l'information politique par les fonctionnaires, les CHFIN, le service impliqué ou concerné par la thématique. Et cette information politique est importante pour expliquer ce qui se fait déjà dans la commune et ce qui manque en fait, pour que les recommandations que les citoyens formulent soient quelque chose en plus et qu'on ne doive pas constater trop souvent, ah mais ça, on le fait déjà en fait. Donc ça, c'est un élément important d'intégrer cette information politique au début du panel. Et enfin, on peut avoir aussi une information colorée. Par colorée, je veux dire orientée. Hein, c'est une information qui n'est pas neutre. C'est l'information par les parties prenantes par rapport à la thématique, par la société civile, par des témoins, par des groupes d'intérêt. Ça permet de mettre en évidence à quoi il faut faire attention, à quoi il faut prêter attention. Et les citoyens apprécient de constater qu'il y a un débat sur la question qu'ils doivent aborder. Et pour eux, c'est très intéressant d'entendre les différents points de vue. Une petite citation de M. Révémont. Il disait, quand on s'est parlé avant le webinaire, il disait « Délibération et facilitation sont des compétences que les communes n'ont pas en interne. Je conseille vraiment de recourir à un opérateur externe. » Et effectivement, je crois que c'est un très bon conseil parce que vraiment, c'est des compétences spécifiques. Hein. Ici, sur ce petit dessin, on voit les facilitateurs. Ce qu'on voit qu'ils font, c'est les exercices avec les post-it ou les exercices les workshops pour permettre à tout le monde de donner son avis. Mais en dessous, la face cachée de l'iceberg, il y a énormément de choses dans la gestion du groupe, dans l'inspiration, dans la récolte des idées, etc. C'est vraiment des compétences spécifiques qu'il vaut mieux confier à des professionnels. Leur travail, hein, c'est un travail qui se fait à 2 niveaux. Au niveau du processus, ils vont veiller aux étapes du processus pour qu'au final, on arrive à des recommandations. Et puis, ils veillent aussi aux relations interpersonnelles dans le groupe, ce qui est quand même essentiel. Les personnes doivent se sentir bien, sentir qu'ils peuvent prendre la parole, doivent sentir que le dialogue se fait dans le plus grand respect, même si on n'est pas toujours d'accord, même s'il y a des moments un peu de conflit et de friction. On peut arriver quand même à garder une sérénité dans le groupe, et ça, c'est vraiment le travail du facilitateur également.
La deuxième phase, c'est la phase de formulation des recommandations. Oui, la troisième phase, en fait, formulation des recommandations. L'important par rapport à ces recommandations, donc on arrive à la fin du trajet et il s'agit maintenant vraiment de rédiger et d'écrire hein, ce que les citoyens proposent comme solution. Deux choses importantes sans doute, c'est évidemment de formuler des choses qui peuvent être utilisables par l'autorité mandante, donc par la commune ici. Et on peut garder le style citoyen. Pour les citoyens, c'est important de se retrouver dans ce qui va sortir et dans le rapport qui va être publié après le panel, là où on va rassembler leurs solutions, leurs recommandations. Il faut qu'ils puissent s'y retrouver et donc utiliser leur style. Alors, la question se pose de savoir comment est-ce qu'on choisit ce qui, au final, va faire l'objet du rapport final, ce qui va se trouver, ce qui va être pris comme solution ou recommandation. Il y a deux façons de travailler. On peut soit se dire, on travaille au consensus, donc le groupe doit être d'accord sur ce qu'on propose, tout le groupe, il doit arriver à un consensus. C'est un processus intéressant qui permet d'avoir un large soutien à l'intérieur du groupe. Hein, finalement, tout le monde se met d'accord au sein du panel. Le risque, c'est peut-être d'arriver à des recommandations qui sont un peu passe-partout, voire bisounours, si je puis dire, donc un peu trop gentil, puisque tout le monde doit s'y retrouver complètement. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient du travail par consensus. Une autre façon de travailler, c'est de travailler par le vote. Et donc, on propose lors de la dernière séance les recommandations auxquelles le panel est arrivé jusque-là, et puis on vote pour savoir quelles recommandations vraiment feront l'objet du rapport final. Les propositions qui recueillent plus que 50% ou bien 2/3 des votes vont être gardées pour être transmises aux autorités. Cette façon de travailler est un peu peut-être est un peu en conflit, je veux dire, avec le fonctionnement de la facilitation jusque-là, puisqu'on a travaillé sur le dialogue, sur la possibilité d'être d'accord. Et puis là, il va y avoir des moments où on n'est plus d'accord. Une partie où certaines recommandations ne vont pas passer la rampe et ne vont pas être conservées, par exemple. Ça peut être un peu difficile pour le groupe, mais c'est tout à fait possible de passer ça et de le vivre sereinement, à condition que les règles soient expliquées, que ce soit bien indiqué au début du travail ou au courant du panel, et que qu'on ait bien expliqué aussi et bien établi quel pourcentage on veut, si on se dit, OK, il faut 75% ou 66%, hein, 2/3 des votes pour qu'une recommandation passe. Hein. En général, on va plutôt faire des chiffres comme ça, 2/3 des votes. Et en général, ce sont des chiffres qui sont facilement atteints. Il n'y a pas beaucoup de recommandations qui ne passent pas la rampe. Mais c'est important d'avoir établi ça bien à l'avance et de l'avoir communiqué aux participants à l'avance. Tout ça pour, au final, arriver à formuler, à écrire le rapport final. Le rapport final, c'est un document important parce que c'est lui qui reste après le panel. Le panel disparaît, s'envole, se dissout. Le rapport va rester, donc il doit comporter une série d'éléments qui décrivent le processus et puis évidemment comporter clairement les recommandations, les justifications, les motivations des recommandations. Comme ça, les personnes qui lisent le rapport et qui seront en contact avec le rapport peuvent comprendre les motivations du panel et finalement un peu le cheminement de la réflexion pour comment ils sont arrivés à ces recommandations. C'est important donc pour la transparence, c'est important pour la légitimité du travail du panel. C'est un outil de communication important et c'est important pour la fierté des participants d'avoir un beau rapport, un beau document qui montre qu'ils n'ont pas travaillé pour rien et qu'ils ont fait du bon travail. Donc c'est un élément sur lequel il faut vraiment mettre un peu de temps et d'énergie et sans doute impliquer service communication pour faire un beau
un beau rapport dans le fond et dans la forme. Alors, dernier point important que je veux aborder, c'est donc la question du suivi. Le panel est fini, tout le monde est un peu fatigué et on se dit, bon, voilà, les citoyens ont fait le travail et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, idéalement, on ne se pose pas la question à la fin du panel. C'est une question qui doit vraiment être posée en amont, au début de la réflexion sur le fait de faire un panel. Qu'est-ce qu'on va faire avec le travail des citoyens? Quelle va être la procédure? Quel va être le trajet qui va suivre? Il y a des choses à savoir et peut-être on a parfois des préjugés par rapport à ce que les citoyens veulent. Il ne faut pas penser que les citoyens s'attendent à ce que que toutes les recommandations soient implémentées et ils ne pensent pas non plus que le retour va se faire directement. Ils sont bien conscients que ça peut prendre un peu de temps. Par contre, les éléments auxquels ils tiennent, ils tiennent vraiment à ce que la procédure soit claire, à savoir vraiment à quoi ça va servir. Ça va servir uniquement comme inspiration. C'est OK, mais il faut le savoir à l'avance, il faut le savoir au début, en fait. Ça va servir d'avis qui va être transmis au collège. C'est important de le savoir. Et si le collège s'est engagé à suivre, à lire, le collège ou le conseil va recevoir le rapport, va lire, et le collège va se positionner, cet engagement qui est pris au préalable doit être tenu et doit être bien expliqué et aussi, enfin, les rendez-vous doivent être fixés, en fait. C'est ça qui est important. Que les choses soient claires. Si les choses sont claires, les attentes sont gérées, les citoyens savent à quoi s'attendre et ils sont prêts à travailler. Il n'y aura pas de frustration après, en fait. C'est ça que je veux dire. Comment organiser le suivi? Prenons peut-être l'exemple de ce qui se passe en communauté germanophone, là où il y a le dialogue citoyen permanent, parce que ça donne une bonne image de comment, du timing que ça prend. Après l'Assemblée citoyenne, il y a une première rencontre entre les citoyens de l'Assemblée et le Parlement. Donc, c'est au Parlement là-bas que ça se joue. Le Parlement reçoit le rapport. Les citoyens peuvent expliquer la philosophie des recommandations et expliquer le travail qu'ils ont fait et montrer les résultats de leur travail. 3 mois après, il y a une deuxième rencontre qui est fixée et là, ce sont la commission ou les parlementaires qui sont liés à la thématique vont expliquer, enfin, vont donner les premières pistes d'action de ce qu'ils vont faire avec les recommandations. Ils peuvent dire voilà, cette recommandation, elle est à l'étude, on est en train de voir comment la mettre en place. Ils peuvent dire aussi, par exemple, cette recommandation, on ne va pas la prendre, mais s'ils disent ça, ils doivent dire pourquoi. Eh bien, justifier pourquoi. Ou peut-être à ce moment-là, lors de la première rencontre, ils ont besoin d'explications complémentaires ou ils veulent tester certaines idées. Ça peut se faire lors de cette deuxième rencontre. Et puis, 12 mois plus tard, il y a la troisième rencontre, donc à la fin, donc 1 an plus tard, et là, vraiment, le Parlement, les députés expliquent ce qu'ils ont fait des recommandations, lesquelles ont été implémentées ou ils vont les mettre en œuvre. Ils expliquent quand ils vont les mettre en œuvre. S'ils les mettent en œuvre, mais en changeant un petit peu, ils expliquent comment ils vont changer. Et s'ils ne les mettent pas en œuvre, ils expliquent pourquoi ils ont décidé de ne pas garder la recommandation. C'est vraiment un modèle qui fonctionne et qui est le plus solide possible parce que vraiment les choses sont claires et les citoyens apprécient ça et peuvent vivre avec ça. Ils peuvent vivre avec une recommandation qui n'est pas implémentée à condition qu'on leur explique pourquoi. Et idéalement, ça doit faire l'objet d'un débat public lors du conseil, par exemple, pour que c'est une position politique et c'est un choix politique, il faut que le débat soit public.
voilà pour une façon d'organiser le suivi, mais c'est comme ça vous avez une idée un peu du temps que ça prend, du cheminement que ça prend, avec une implication évidemment, un rôle important de la relation avec l'administration. Hein. L'administration est en charge un peu du suivi, de veiller à ce que les recommandations qui ont été faites par les citoyens soient utilisables pour les politiques, pour le collège, répondre aux questions du collège, etc. Il faut vraiment que quelqu'un soit l'agent de liaison entre le travail des citoyens et le politique. Donc, pour conclure, il est déjà 31, donc je vais conclure. Un panel citoyen, c'est un processus qui requiert du temps. Entre la décision initiale et la transmission du rapport, il y a sans doute de 4 à 6 mois qui va s'écouler forcément. Ça requiert du personnel, il faut un responsable projet, il faut une personne pour le contenu dans le service concerné et quelqu'un qui s'occupe de la communication. Ça requiert des moyens financiers. Ici, d'après les benchmarks qu'on utilise, on estime que ça va entre 20 à 50 000 euros pour mettre en place un panel citoyen avec l'implication d'un opérateur professionnel, avec l'indemnisation des participants, le catering. Ce sont les éléments qui sont les plus coûteux. Et donc, en fonction de la taille de la commune, évidemment, ça peut varier, mais je pense que c'est plus ou moins dans cet ordre de prix qu'il faut envisager les choses. Bien qu'à Arlon, ils ont pu le faire moins cher, comme on nous l'a expliqué. Et donc, ça requiert un soutien politique au sein du collège, au sein des services de l'administration, très important, au sein des services de l'administration concernés par le sujet. Donc, il faut travailler et construire ce soutien politique. Je conclus vraiment rapidement en passant la petite checklist, je deviens fatiguée, une petite checklist pour vérifier avant de se lancer. Est-ce que mon objectif est clair? La question est-elle bien formulée? Est-ce que j'ai un accord politique clair et le mandat confié aux citoyens est bien établi? Les étapes du suivi sont-elles communiquées? Les rendez-vous sont fixés? La démarche est transparente? La représentativité est atteinte, l'intégrité du processus est garantie, notamment par le choix des experts, et j'ai le temps et les ressources nécessaires pour faire le panel, et le projet dispose d'un soutien politique. Avec cette checklist, je pense que vous pouvez déjà évaluer si le panel citoyen ou la thématique que vous voulez aborder est une bonne chose. On va terminer par le question-réponse, mais pour pouvoir libérer toutes ces personnes qui souhaiteraient quitter, parce que il est déjà plus tard, enfin il est déjà un peu tard, on a déjà dépassé les 4 minutes, donc tout de suite on aborde les questions qui restent. Restez si vous avez l'occasion si vous ne devez pas quitter, si vous avez encore un peu de temps. Sinon, pour toutes les personnes qui doivent déjà partir, je veux simplement signaler donc qu'on peut vous aider dans votre démarche. D'abord, et moment important, c'est donc le mercredi 16 avril, le workshop qu'on organise en présence à Namur. Et donc là, on aura plus de temps que ce matin, un peu plus de temps, mais là, on peut vraiment voir concrètement, travailler sur votre projet à vous et voir comment le faire en sorte que vous puissiez avoir les éléments nécessaires pour l'intégrer dans le plan stratégique. Par ailleurs, G1000, nous sommes une organisation, une ASBL, non gouvernementale, donc on n'est pas un opérateur privé, et donc on peut avoir avec vous une discussion franche et sincère sur des éléments que vous voudriez nous soumettre. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à poser, et on peut avoir un moment de discussion informelle. Et il nous arrive d'aider un peu plus à fond certains processus. Ce n'est pas notre mission première, mais
ça peut arriver qu'on soit impliqué dans la conception du processus et dans la coordination, éventuellement dans certains cas. Voilà, peut-être petite conclusion. Les villes et les communes vraiment et les quartiers sont en première ligne pour construire cette démocratie plus participative et plus efficace, plus inclusive. Vous êtes les premiers acteurs et les premières personnes qui peuvent, je pense, initialiser cet effort pour renforcer la démocratie. Donc, c'est vraiment au niveau communal que les choses peuvent se jouer en première ligne. Merci pour toutes les personnes qui étaient là. Merci, je dis au revoir à ceux et celles qui devraient déjà partir et nous quitter maintenant.